Bonjour à tous, bienvenue au balado plein écran, jour 1 de la programmation, un balado présenté en collaboration avec les copains du son et la Caisse des Jardins de la Culture. Allô Alex! Bonjour Ariane. Qui est-ce qu'on reçoit pour ce magnifique jour 1? Bien, on est choyés. On commence ce balado avec un duo. On va parler à Axel Robin et à Franny Éléonore Bernier pour leur film Mes murs mémoires et Chez Ghislaine. De magnifiques films. Une très belle conversation. Qu'est-ce qu'on a après? On va continuer avec des segments séparés. On va parler à Pierre-Philippe Chevigny pour Mercenaires et puis Alison McAlpine pour Perfectly a Strangeness. Quel programme? Quel film? Amusez-vous! Piou piou! Bienvenue à Franny pour le film Chez Ghislaine. Hello. Bonjour Franny. Bonjour. Et bienvenue à Axel pour le film, le superbe documentaire Mes murs mémoires. Bonjour. Allô Axel. Comment vous allez? Ça va bien? Ouais, très bien. Toi, t'es malade un petit peu. Là. Ouais, je suis dans un état second, mais comme je vous disais avant le début de l'enregistrement, je vais vous donner le meilleur de moi-même. Yes. Voilà. On est super contents de vous avoir en studio. Comme vous avez pu remarquer, on a une belle ambiance festive pour notre 10e anniversaire. Moi, j'ai une petite question pour vous. En fait, je voulais savoir, en l'honneur de la thématique anniversaire, c'est quoi votre meilleur souvenir de fête ou le plus beau cadeau de fête que vous avez reçu? Meilleur souvenir de fête? Ben moi, quand j'étais jeune, je faisais souvent la comédie musicale Grease pour ma mère. Fait que, avec mes amis, ben, on faisait, c'est ça, là, on montait le petit spectacle. Là, fait qu'on a fait ça pendant peut-être 5 ans. Là. Puis moi, je jouais Danny. Fait que Grease, ouais, ça, c'est quand même dans mes souvenirs de fête d'enfance, là, très beau, là. Wow. Mais c'est cool, mais c'est une belle tradition. Oui, c'est ça, exact. Ouais, Vous faisiez comme au complet, genre le 1 heure et... Ben, tu sais, on avait l'album, là, c'est ça. Avec là, on faisait, mettons, on choisissait peut-être 5-6 tunes, surtout celle avec Danny, là, qui fait la danse avec les autos, là. Celle-là, c'est incroyable. C'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est ça qui me vient, là. La première affaire qui me vient, c'est ça, là. Wow. Moi, je pense que la première affaire qui me vient, je pense que c'est la première fois où j'ai eu beaucoup de gens à ma fête, pour une raison ou pour une autre, quand j'étais vraiment jeune. Puis mon voisin avait juste, il était vraiment gentil. Il avait juste comme lancé des ballons gonflables pour la piscine, genre, par-dessus la clôture, puis il était comme, c'est pour toi! Puis on avait juste comme, tout d'un coup, plein de ballons gonflables pour la piscine avec, genre, tous les jeunes qui étaient là, puis je sais pas, c'était comme tellement incongru. Je me serais juste pas attendu à ça. C'était comme un drôle de cadeau, comme vraiment spécifique pour la fête, donc... En fait, on peut commencer avec toi, Axel. J'aimerais savoir, est-ce que, pour les gens à la maison, est-ce que tu peux décrire un peu, en quelques mots, ton projet, ton film? Dans le fond, c'est le portrait de Rose Lévesque, une artiste, peintre et autre, qui a peint les paysages de sa vie sur les murs de sa maison pour en faire un musée. Donc, très, très rapidement, c'est ça. Et puis, j'aimerais savoir comment est-ce que le projet est né? Comment est-ce que tu as rencontré Rose? J'ai rencontré Rose parce que quand j'étais plus jeune, ma mère, pendant un temps, a été journaliste culturelle vraiment spécifique sur la Rive-Sud. Et elle allait rencontrer les différents artistes locaux pour faire des articles sur eux, pour leur faire soit de la publicité ou juste mettre en lumière leur travail. Et elle aimait m'amener avec elle quand elle allait faire les entrevues. Comme ça, je pouvais aller voir un peu ce qui se faisait puis assister. Et donc, elle a rencontré Rose comme ça pour un article dans le journal. Et on avait bien cliqué. Et après, elle emmenait souvent les membres de la famille, les gens qui visitaient pour aller voir Rose. Puis j'ai toujours été ultra impressionné par tout ce qu'elle avait fait. Puis, donc, des années plus tard, on s'était un peu perdu de vue. Et j'ai comme repensé à elle et à la maison quand je suis retourné chez mes parents. Est-ce que la maison existe encore? Est-ce que Rose est encore là? Est-ce qu'elle fait encore ça? Est-ce qu'elle ouvre encore sa maison? Et oui, elle était plus en forme que jamais. Donc là, je me suis dit, OK, je peux pas. Je lui avais demandé, qu'est-ce qui se passe avec ta maison? Est-ce qu'elle va exister encore dans 50 ans? Comment ça fonctionne? Puis elle disait non, là, je fais des demandes depuis longtemps, mais dès que je pourrai plus m'occuper de la maison, elle risque de disparaître. Et il n'y a personne qui va la récupérer, ça va tout simplement disparaître. Alors là, moi qui n'avais jamais fait de documentaire, j'étais comme bon,
Alors, bon, il va falloir que je découvre ce médium parce que... Ah, c'est ton premier? Ouais, c'est mon premier documentaire. Okay. Et justement, comme ça a été comme tout un processus, puis j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup en le faisant. Mais là, je me suis dit que il y a comme une part de moi qui était... J'ai la misère à me défaire de toutes mes factures de bar avec des amis. Parce que c'est trop des beaux souvenirs. Donc, c'est sûr que quand elle m'a dit ça, j'étais comme, bon, je peux pas vraiment faire autrement. Là. Je suis un peu obligé de me lancer dans ce projet-là. Puis j'ai comme tout découvert sur le documentaire, sur la manière de faire un documentaire à travers le processus de le faire, un peu dans l'urgence. Je pense que quand je l'ai revu, comme 3-4 mois plus tard, j'ai entrepris le projet là, parce que je veux pas... Elle me disait qu'à tout moment, ça pouvait partir. Donc, c'était un peu stressant. Ouais. On le voit dans une des shots, là, que justement, là, les maisons autour se font refaire, puis elle en parle dans le documentaire. Là, que, là, elle est comme un peu une des dernières qui est dans le quartier avec sa maison. Puis... Ben, ça, c'est un truc de montage. Là, j'ai appris plus tard que ce quartier-là, ils n'ont pas le droit de faire des condos. Comme, il y a une certaine limite dans comment ils peuvent changer le visuel, mais tu sais, tout autour dans le quartier, genre les quartiers avoisinants dans Saint-Hubert, bref, c'est quand même quelque chose qui arrive. Mais même outre les condos, c'est les murs, même s'ils gardent la maison intacte, c'est sûr que si quelqu'un vient habiter là, il va repeindre les murs en blanc. Puis, comme, il y a personne qui va habiter dans une maison aussi habitée. C'est ça, avec les murales. Oui. Donc, c'est plus l'idée de perdre les murales que la maison comme architecturalement parlant. Mais... Je suis curieuse parce que je pars dans une tangente, mais est-ce qu'il y a un comme, processus de conservation qui a été discuté, comme parce que c'est de qualité muséale, comme tout ça, ouais? Mais c'est ça. Elle, ça fait, je pense, 20 ans qu'elle rencontre des députés, qu'elle rencontre au niveau municipal, au niveau provincial, des gens qui viennent dans sa maison, qui prennent des photos, puis qui lui donnent des médailles à l'Assemblée générale, médailles pour la carrière, médailles pour l'implication dans la communauté, médailles pour sa vie. Puis tout le monde serre sa main, prend des photos, puis finalement, il y a comme il n'y a rien qui a été entrepris là, pour la conserver. Fait que je me disais que le film, d'une part, ça permettait de garder une archive plus que juste photos, parce que les murs, je veux pas, elle a des photos, mais c'est difficile de se rendre compte de l'aspect du fait qu'une œuvre a été faite sur un mur entier en photo. En photo, t'as juste l'image de l'œuvre, mais t'as pas nécessairement l'ampleur. Puis aussi le fait que tous les jours, elle mange devant sa murale. Il y a l'aspect aussi... l'intégration de ses œuvres dans son milieu de vie, qui est quand même important. Donc, c'est ça que je voulais capturer. Puis, je me disais que ça pouvait peut-être aider à partager un peu son message. Parce qu'elle seule, c'est un peu difficile d'aller contacter tout le monde. Elle a un peu d'aide, mais il y a personne qui s'y connaît suffisamment en conservation de patrimoine bâti ou dans son entourage direct. Puis moi-même, j'y connais pas grand-chose avec ce projet. J'essaie de en savoir plus. Puis c'est pour ça, idéalement, chaque projection, je suis comme, si quelqu'un s'y connaît, venez nous voir, s'il vous plaît. Et on a besoin d'aide. Là. Ben, à la maison, on vous tend une autre perche par rapport à ça. Pour revenir à Rose, avant le début de l'enregistrement, tu nous disais qu'elle était un peu timide par moment. J'aimerais savoir, comment ton rapport avec elle a évolué? Est-ce qu'elle était tout de suite partante pour le documentaire ou est-ce que ça a pris un peu de convincing en bon français? C'était assez spécial parce qu'au début, quand je lui ai dit, hey, je pense que... moi, je me disais, c'est une grande révélation, c'est une grande offre. J'aimerais ça faire un projet sur toi. Et t'es comme, ah ben oui. Let's go. Ben oui, t'es pas le premier. Okay. Donc, ça m'a un peu pété ma balloune. Moi, je suis arrivé avec la bague. Et Puis elle monte ses mains. Je suis comme, OK, bon, ben, est-ce que je peux rajouter une bague sur tes mains pesantes? Mais après, je suis allé voir qu'est-ce qui avait été fait. Puis il y avait eu des reportages, mettons, qui étaient passés en live à la télé. Il y avait eu des interviews qui avaient été faites pour d'autres médias, mettons, Média Boucherville ou
sur la Rive-Sud. Il y avait des articles de journaux qui ont été faits beaucoup, mais comme un documentaire en soi. Je pense qu'il y a un documentaire qui a été amorcé, qui était censé être un long métrage pour la télé, qu'elle a tourné comme longtemps avec le réalisateur. Puis finalement, il y a eu comme une espèce de co-occurrence de plein de malchances qui ont fait qu'il a dû tout arrêter, puis il a plus jamais... Il a comme ghosté. Il est juste parti. Fait que je pense qu'elle était un peu... Elle était à la fois, genre, ça a déjà été fait, mais je sais pas si je peux avoir confiance parce que ça n'a pas été terminé. Donc, elle était comme un peu dans l'entre-deux quand je lui ai proposé. Mais puis c'est pour ça que j'ai essayé de la rassurer à chaque étape. Faire non, je te jure, je vais le faire. Puis je commence pas pour rien. Puis aussi, vu qu'elle avait fait plus d'entrevues en live, pour elle, tourner 1 heure, c'est 1 heure de rendu. Fait que nous, comme on a tourné comme 8 jours, elle était comme, OK, là, t'as une série. Là, t'as un long métrage, t'as une saga. Puis c'est comme, Désolée. Non! Puis même qu'au début, j'ai envoyé le résultat final. Puis je l'ai invité à la projection, puis elle disait, c'est une super bande-annonce. Quand est-ce que le film arrive? C'est le film. Mais après, je pense qu'elle a fini par comprendre la différence, mettons, entre justement tout ce qui est plus télé, où est-ce qu'on prend beaucoup plus de ce qui a été filmé, et un documentaire, un film plus en cinéma ou documentaire, où est-ce qu'on fait beaucoup de montage. Puis là, elle suit tout ça, puis elle vient à peu près toutes les projections, souvent accompagnée. Son arrière-petit-fils est venu à une projection au cinéma public. C'était quand même fou comme moment. Pour revenir au format de ton documentaire, tu parlais de la différence avec la télévision. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les segments animation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment est-ce que tu as eu cette idée? Bien, c'était pas prévu à la base. OK. Donc ça, c'est quand même intéressant. J'ai toujours été intéressé en l'animation, puis le mélange entre l'animation et les prises de vue réelles. Mais comme c'était un projet qui, à la base, était absolument sans budget, je ne prévoyais pas en avoir. Et donc, je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire juste en prise de vue réelle comme un documentaire plus régulier, mettons. Et au montage, on s'est rendu compte que dans sa façon de raconter les histoires, il y avait quelque chose de trop imagé, trop... ça sortait un peu trop du réel et on n'avait pas nécessairement les archives aussi pour supporter des choses importantes qu'elle disait. Puis on voulait pas, avec Félix, le monteur, on voulait pas... il est pas là, mais c'est pas grave. Avec Félix, en fait, c'est lui qui est arrivé avec... Bon, il y a tous ces chunks audio cruciaux pour lesquels je considère, étant Félix à ce moment-là quand il me raconte ça, je considère que ça vaudrait vraiment la peine de trouver quelque chose de visuel autre que ce qu'on a déjà. Fait que là, on a réfléchi aux options. Est-ce qu'on fait un reshoot? Mais si on fait un reshoot, qu'est-ce qu'on va reshooter pour raconter les histoires qui se sont passées il y a 20, 30 ans, 40 ans? Donc là, on avait plusieurs options, soit aller dans l'expérimental, soit aller dans de la mise en scène, par exemple, ou de l'animation. Puis, vu qu'on avait déjà beaucoup tourné avec Rose, sûr que le côté mise en scène, c'était pas nécessairement quelque chose que j'envisageais. Je voulais pas l'épuiser avec ça non plus. Puis, continuer de tourner et lui donner l'idée que ça allait être comme un coffret 9 DVD. Et l'animation, ça m'avait toujours intéressé. Donc, j'ai contacté Alice et Marie-Ève, qui ont 2 styles très, très, très différents, 2 façons de faire, 2 approches complètement différentes, mais qui, selon moi, allaient justement venir rentrer parfaitement pour différentes parties du projet. Donc, on a travaillé ensemble. Elles étaient super chaudes à l'idée. Et ça s'est extrêmement bien passé. Vraiment, je recommande à n'importe qui de s'inventer un projet juste pour aller voir des animatrices puis faire quelque chose. Par rapport à ton footage, tu disais que tu as tourné pendant 8 jours. Ouais. Puis par rapport aussi à ton idée initiale, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris? Est-ce que vous êtes allé? Est-ce que vous êtes vraiment resté par rapport à ton idée initiale? Qu'est-ce que Rose a amené que tu t'attendais pas ou les découvertes que tu as faites au fur et à mesure du tournage? Je pense que dans mon idée vraiment initiale, je voulais aller dans quelque chose
qui était plus comme Varda-esque, en mode, OK, ben, comme c'est une histoire qui, pour moi, était quand même très personnelle, puis j'adore la façon d'Agnès Varda de présenter un sujet, mais de faire des liens entre des idées, ou faire des liens entre des sujets, ou entre des formats, à travers de l'art visuel, plastique, intégré et jumelé au cinéma. Et je me disais qu'il y avait quelque chose de super intéressant à faire avec ça. Rose qui a sa maison, Rose qui a ses livres, Rose qui fait des expositions comme un peu inusitées pour des mamies qui font de la peinture. C'est rare qu'elles vont jusque-là. J'en connais pas d'autres, en tout cas. Puis, finalement, quand j'ai rencontré Rose, comme pendant le tournage, je pense qu'on s'est questionné beaucoup avec l'équipe. OK, mais c'est quoi ma présence? Est-ce qu'on me donne un micro pour les entrevues ou non? Est-ce que je me mets dans la mise en scène ou pas? Finalement, je pense qu'elle a tellement quelque chose propre que je voulais même pas... rapidement, j'ai pris la décision, OK, non, c'est vraiment comme... Ça va être Rose en plein centre, puis c'est moins mon interaction avec elle que son parcours... son parcours à part entière. Ouais. Je trouvais qu'il y a quelque chose d'intéressant dans, mettons, sa fascination pour Saint-Hubert. Moi aussi, j'ai une fascination absolue. Et quand j'ai comme réalisé qu'elle avait un mur complet avec les différents emblèmes de la ville où j'ai grandi, j'étais comme, OK, on a quelque chose sur lequel on peut connecter beaucoup. Puis à la base, je voulais me promener avec elle dans la ville. OK. Faire comme, comment est-ce que toi et moi, on voit cette banlieue banale comme étant comme un monde de fées? Puis qu'est-ce que toi t'as vécu à cet endroit-là qui pour moi a beaucoup de vécu. Qu'est-ce que toi tu as vécu? Tu le peins merveilleusement bien. Bref, je pensais avoir quelque chose d'un peu plus dialogué. Mais en cours de tournage, ça a comme shifté un peu. Puis j'étais comme, OK, non. T'as raison qu'il y aurait une série, peut-être. Ou Rose a raison qu'il devrait avoir un long format. Je vous imagine bien vous promener justement dans cette... C'est drôle parce qu'on a comme développé une relation encore plus de complicité après le tournage. Puis surtout, je pense quand elle a vu que j'ai terminé le film pour de vrai, puis qu'elle a vu le résultat, puis qu'elle a vu où le travail a mené, je pense qu'elle comme sa confiance en moi, puis son laisser-aller a été beaucoup plus... ça a comme pris un step. Donc là, maintenant, on va se voir, elle vient aux projections, elle porte ses cartes, on prend des photos. Il y a quelque chose d'un peu plus c'est moins dans le cadre professionnel. Puis ce serait fun justement d'aller se promener, faire des trucs comme ça. Là, j'étais allé voir une de ses expos dans une galerie à Longueuil. Puis elle me présentait à ses amis qui travaillent, qui font de la peinture. Puis... C'est ça, sa communauté est très présente dans le film. Là. On voit qu'elle n'est pas toute seule. Justement, elle accueille les gens qui viennent faire la visite, mais elle a aussi un support de ses amis, sa communauté qui est proche d'elle. Oui. Est-ce que c'est ses voisines? Comment qu'elle s'est forgée, cette communauté-là? Bien, je pense qu'il y a une partie, c'est des amis artistes, parce qu'elle est vraiment allée chercher... Je pense qu'elle a créé un collectif de poétesses de la Rive-Sud. Elle a créé un collectif... elle est très, très entrepreneuse. Très, très, très entrepreneuse. En fait, c'est ça aussi que j'ai réalisé pendant le film. Moi, au début, pendant la première entrevue, j'essayais de poser des questions. OK, mais c'est quoi ton rapport à l'habitation à travers... T'es comme, tu sais, ma cuisine, c'est l'endroit où est-ce que j'étais le plus souvent. Fait que c'est pour ça que j'ai mis la toile que j'aimais le plus. Puis j'étais comme, OK. on va moins aller dans des rapports métaphysiques. Elle entreprend beaucoup. Donc, c'est pour ça. Elle s'est créée un réseau. Elle fait des cafés poésie pour le 8 mars chaque année. Pendant la COVID, elle a organisé elle-même des rencontres Zoom parce qu'on ne pouvait pas le faire en vrai. Je pense qu'elle a comme fait sa propre pub à travers la Rive-Sud. Et c'est comme ça qu'elle s'est comme entourée finalement de tous ces gens-là. Puis avec qui ils échangent. Puis ils exposent ensemble des fois dans d'autres galeries où ils font des... Elle a fait des recueils de poésie avec d'autres écrivaines. Donc c'est quand même... Je pense que les gens sont venus à elle, mais elle est aussi beaucoup allée vers les gens. Un des segments du film que j'ai beaucoup aimé, par son côté très humain, c'est lorsqu'elle parle de son changement de style après la mort de son mari. C'est une personne riche et dense. Je me demandais, qu'est-ce que Rose t'a appris
à travers ton rapport avec elle? Plusieurs choses, je présume. C'est une grosse question, hein? C'est comment on parle de cette séquence-là, mais dans la vie en général. Ouais. Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Ouais. En fait, ce qu'elle m'a appris, elle me l'a appris, je dirais pas que c'est grâce à elle que je fais du cinéma, mais quand j'ai découvert la maison, quand j'étais vraiment jeune, il y a un effet que je peux pas ignorer. Dans le sens, je pense que ma mère m'a beaucoup comme poussé à entreprendre des choses, puis à aller au bout des idées. Mais je pense que je peux pas complètement négliger l'importance qu'a eu ma découverte de sa maison. C'est comme, OK, ben, tu veux faire de l'art, fais de l'art. C'est pas elle a pas fait d'école d'art, en fait. Elle a fait, je pense, une formation, puis elle a quitté avant la fin parce qu'elle voulait aller plus vite que le prof lui permettait. Okay. Puis il était comme, tu peux pas faire ça. Puis elle a dit, ah ouais, elle l'a fait. Puis elle a gagné un premier prix dans... Ça, on l'a coupé dans le montage, mais... elle est autodidacte comme pas possible. Puis l'idée de si je peux pas exposer à l'extérieur, qu'est-ce qui m'empêche de créer ma propre galerie, créer mon propre musée? Qu'est-ce qui m'empêche d'ornementer toutes les facettes de ma vie autour de moi et d'en faire ma plus grande œuvre? Il y a quelque chose dans... Je sais pas, quand j'étais plus jeune, je voulais faire des longs films, mais juste avec un téléphone. Puis qu'est-ce qui t'empêche de faire un film avec un téléphone? Il n'y a rien. T'as des amis, t'as un lieu, t'as une histoire. Mm-hmm. Je pense que c'est le côté vraiment dans l'entreprise, puis dans la persévérance, puis résilience aussi. La résilience, puis s'offrir soi-même ces opportunités d'évoluer, ces opportunités de découvrir, ces opportunités... En fait, s'offrir soi-même ces opportunités, point. Elle vit encore seule aujourd'hui, puis elle s'occupe de tout elle-même. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas laisser aux autres, laisser la charge, ouais. Mais je pense que c'est probablement ça qu'elle m'a appris, puis elle me l'a appris vraiment tôt. Et là, avec le documentaire, j'ai juste redécouvert à quel point elle en faisait plus que je pensais encore. Donc, ouais, il y a quelque chose de... Puis aussi dans le fait que tu l'as fait, comme tu dis, rapidement, tu t'es dit, OK, il faut que je le fasse maintenant. Mm-hmm. Fait que dans l'urgence, un peu de créer, c'est comme un peu dans la démarche de Rose, en quelque sorte, là, de ne pas attendre, puis de le faire. Puis... Ouais. Je veux le faire aujourd'hui, ben, je veux le faire aujourd'hui, je dois le faire aujourd'hui, je vais le faire aujourd'hui. Donc, ouais, c'est finalement le film, je pense, ressemble pas mal à Rose. On peut passer maintenant à Franny. Et moi, j'étais très contente d'être avec Axel pour la discussion parce que, justement, je voyais des beaux échos avec mon film et un personnage féminin fort comme ça, c'est ça, d'un certain âge, qui finalement est un pilier pour une communauté, puis c'est ça, là, qui est un beau personnage féminin. Fait que je trouvais que c'était cohérent. Oui, c'est un très beau lien, justement. Ouais. Maintenant, Franny, est-ce que tu peux décrire un peu à la maison ton projet? Oui, bien, chez Ghislaine, en fait, c'est l'histoire de Ghislaine qui tient un réseau de vente d'aliments volés par les jeunes du quartier, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec. Elle revend à la communauté. Fait que c'est comme une Robin des Bois des temps modernes, là. Puis il y a son petit-fils à un certain moment qui arrive avec un gros congélateur pour augmenter les profits de la business. Mais elle ne veut rien savoir. Fait que là, il y a le voisin d'en bas qui est un peu méfiant. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe en haut? Fait que c'est une chronique de quartier avec Ghislaine, c'est ça, qui est ce phare-là pour le quartier. C'est tout un film. Il se passe beaucoup d'affaires. Il se passe beaucoup de choses. Ouais. J'aimerais savoir comment est-ce que le projet est né. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Bien, c'est avec ma productrice Nelly Carrier. Elle a vu un fait divers dans le journal une femme dans Pointe-aux-Trembles qui faisait ça, faire de la vente d'aliments là, dans le quartier, là, faire de la revente. Puis il y avait des jeunes du quartier, justement, qui venaient lui porter de la nourriture qu'elle revendait. Fait que c'est ce fait divers-là qui a comme aiguillé, qui a comme donné l'idée pour le film. Puis ensuite, je suis allée piger un peu dans mon enfance, moi, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, avec la communauté, tu sais ça, de balcon en balcon, que tout le monde s'entraide, puis tout le monde se parle, puis ce quartier-là, coloré-là. Fait que j'ai comme imbriqué ce quartier-là à ce fait divers-là. Puis là, j'ai trouvé une trame, justement, avec le petit-fils qui amène le gros congélateur, là. Parce que les escaliers aussi dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, c'est tout le temps super haut, un peu sketch. Puis je faisais, what if il y a un gros congélateur pris dans les marches, là? Fait que là... C'était le côté, c'est ça, des petites idées visuelles comme ça. Ouais, la scène du congélo, dans les marches, ça a comme trigger un petit PTSD de déménagement. Ouais. C'est ça, puis c'était supposé d'être pas un vrai congélateur parce que finalement, on a dû mettre un congélateur là, puis là, parce que ça a été compliqué.
On l'a fait. Mais... Dans le sens, c'était censé être un prop, finalement, c'est un oui, vrai. c'est un vrai, finalement. Wow. C'est un vrai. Mais finalement, en tout cas, je dirais pas tout, là, mais c'est ça. Fait qu'on s'est ramassé à mettre un congélateur là, puis avoir des vrais voisins qui observent la scène, comme, mais qu'est-ce qui se passe là? Fait que c'était drôle, là, le tournage était drôle et très... C'était un petit appartement aussi, là, fait que c'était très ambitieux de tourner ça là, mais c'était important pour moi de tourner dans Saint-Jean-Baptiste à Québec parce que c'est des appartements uniques et aussi avec cette belle vue-là là, sur les montagnes. Ça, c'est propre à Québec. La Haute-Ville, la Basse-Ville, ben, de la Haute-Ville, t'as des vues justement sur des montagnes au loin. Fait que c'est un peu le havre de paix de Ghislaine, là, qui a une vie tellement mouvementée que son seul moment de calme, c'est quand elle observe les couchers de soleil de son balcon. Là. Fait que c'est son accès à c'est ça, un côté plus paisible et c'est pour se ressourcer un peu. Fait que le côté les couchers de soleil de Ghislaine était vraiment important pour le film. Fait qu'on a dû tourner à Québec aussi pour cette raison-là. Là. Fait que l'idée, c'est vraiment, c'est ça, mon enfance dans Saint-Jean-Baptiste et le fait d'hiver, mais aussi, c'est ça, l'envie, comme je disais, de mettre un personnage aussi de femme d'un certain âge qui drive son récit, là, qui est finalement le personnage principal, puis qui est pas nécessairement pas nécessairement une mère ou en difficulté, là, que ce soit un personnage féminin fort. Là, fait que... on parle du personnage de Ghislaine, puis moi, je me demandais, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus d'écriture? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps d'écrire le film? Ou Oui, ça a pris beaucoup de temps parce que je me posais la question, en tout cas, je ne peux pas dire trop de punch, mais c'est ça, j'avais tout le début, mais comment finir le film, ça a été vraiment... ça a pris du temps. Parce que je voulais pas faire un drame, mais on dirait que des fois, quand c'est ça, des fois, on veut qu'il y ait de l'action, fait que là, finalement, on imbrique un peu de drame, mais je voulais que ça reste feel good puis une comédie. Fait que c'est de trouver comment closer le film puis que ça soit drôle, que ça soit... que finalement, Ghislaine a toujours le dernier mot, fait que... c'est ça, OK. Puis comment est-ce que tu as trouvé ta Ghislaine? Hein? Comment est-ce que le casting s'est passé? Hey, j'ai vu vraiment des bonnes actrices. Là. Tout le monde amenait une couleur différente. Vraiment, chaque actrice amenait une couleur à Ghislaine vraiment intéressante. Puis France est juste arrivée avec son énergie à elle. Elle est juste rentrée avec sa drive. OK, ouais, je sais pas. La conversation, je la trouvais le fun avec France. Là. Elle amenait déjà une couleur bien à elle. Là. Fait que je suis partie avec ça en me disant OK, France pilote, on l'a pas vu souvent non plus. Je pense qu'elle pourrait être agréable à découvrir dans ce rôle-là. Fait que, ouais, c'est comme ça. Elle a dégagé une énergie quand elle est arrivée, puis que j'ai immédiatement été charmée. Là, comme, ben voyons, elle a une bonne drive. Ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ça. Surtout pour Ghislaine. Exactement. Ouais, solide. Axel, est-ce que toi, tu as des questions pour Franny? Comment... Parce que c'est un film qui a aussi beaucoup de personnages, puis il y a beaucoup de figurations, puis il y a beaucoup de... Comment est-ce que tu as orchestré la mise en scène quand il y avait plusieurs personnes à la fois dans les lieux? Oui, les lieux ont participé justement à décider ça allait être quoi la mise en scène, là, parce que justement, c'est un petit lieu, il y a beaucoup de personnages, fait que c'est des scènes où il y a toujours quelqu'un qui arrive chez Ghislaine, un voisin, fait que c'était de jouer un peu avec, c'est ça, les différentes arrivées de ces personnages-là. On a tourné en mode COVID, là, ça fait déjà longtemps que j'ai tourné. Wow! Ouais, fait que les enfants, ça a été laborieux. Ça a été laborieux. De toutes les mettre en scène avec des timings là, qu'on ne pouvait pas déroger. Là. Ouais. Fait que ça, en tout cas, c'était le petit challenge. Mais finalement, on l'a relevé puis on était contents. Mais ouais, ça s'est fait assez organiquement. Là. J'ai pas... c'est aussi le congélateur, les déplacements. Le congélateur, il se déplace aussi dans la... Fait que là, OK, le congélateur est rendu là. Fait que là, il va y avoir une scène avec les personnages qui sont dans une autre pièce. Fait que c'est le déplacement du congélateur aussi qui a orchestré tout ça. Là. Ouais.
Ça a été la pièce maîtresse. Oui, c'est ça qu'il est rendu dans la chambre, il est rendu dans le salon. OK. Fait que, ouais, puis de prendre, en fait, de vraiment prendre tout ce qu'on pouvait de ce lieu-là qui était magnifique. Là. C'est l'appartement d'un ami. Salut Jimmy, c'est à mon tour de faire une salutation, mais qui a été très généreux de me passer son appartement parce que j'ai visité, écoute, 50 appartements. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai rencontré le quartier au grand complet. Là. Fait que je suis allée, j'ai découvert des cours intérieures. Puis parce que tu peux pas voir la cour de l'extérieur dans Saint-Jean-Baptiste, tout est à l'intérieur. Fait que tu n'avais pas le choix de rentrer chez les gens pour visiter les cours arrière. Intérieur. Fait que là, mais c'est en allant chez Jimmy que j'ai fait « Hey, je pense que c'est chez vous que je dois tourner. » Fait que là, on a peint ses murs roses, on a mis la tapisserie. Il fait du cinéma aussi. Fait qu'il savait dans quoi il s'embarquait, mais il était... C'est ça que j'allais demander. Les décors sont quand même assez extraordinaires. Ouais. Autant le lieu que comment vous avez transformé le lieu. Oui, c'est ça, exact. Vous avez tout... C'était tout from scratch? Ou Ben, on a gardé, mettons, le jaune dans le salon, mais on a peint la chambre en vert. Puis il y avait une palette de couleurs vraiment établie, là, que je voulais que la couleur de Ghislaine, c'est le rose, le bleu, toutes les couleurs, en fait, du coucher de soleil. En fait, c'est la palette de chez Ghislaine. Puis le vert aussi, c'était pas mal Francis, là, un peu... c'est un peu la jungle aussi, là. Fait que là, c'est la jungle chez Ghislaine, les couchers de soleil, puis une palette de couleurs qu'on s'est vraiment amusé à, c'est ça, établir même pour les personnages. Puis le lieu au grand complet, c'est ça, Pascal, la DA a fait une job vraiment incroyable là, d'imbriquer tous les petits éléments, les petites... il fallait que ça soit chargé, puis oppressant aussi, là, chez Ghislaine. Comme, ouais, c'est son univers... un univers, c'est ça, bien chargé. Là, fait que... Ça donne un mood vraiment très spécifique. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu d'autres défis de tournage? Il y en a eu. Ben, on avait... on a manqué un peu de temps. Où il y avait de la pluie. À un moment donné, qui était ça. Il annonçait de la pluie, puis là, c'était une scène que, il faut pas qu'il pleuve vraiment. En fait, chez scène, il faut qu'il fasse tout le temps un soleil, là. C'est ça l'ambiance, là. Mais aussi, il fallait vraiment pas qu'il pleuve. Il y a une histoire de je vais pas trop dire de punch, là, mais ça fait plus de sens s'il y a de la pluie, là. Fait que, mais finalement, on a été chanceux. On a rigué des gros spots sur le toit. Ça a été laborieux, mais finalement, on a été chanceux sur la météo, là. On a bien orchestré, on a changé des scènes de place en fonction de la météo. Puis, mais c'est vraiment le fait que ça soit tellement petit que c'est ça que c'était le plus gros défi, là. C'était une forêt un peu de technique. Puis là, quand on tournait dans un axe, OK, on switch, on change. Fait que là, c'était quasiment... j'aurais aimé ça voir à quel point, OK, on évite un poteau là, OK, les acteurs sortaient. C'était un paquebot dans la chambre à coucher. Oui. Là. Ça tissait des liens très serrés. Là. On était une équipe bien unie, très proche. Mais là, c'est ça, avec aussi des restrictions de COVID. Là, fait que très proche jusqu'à un certain point, là, avec nos masques. Là. Puis, mais il y avait une couple de difficultés, une couple de twists. Et comment je veux un perroquet, je veux que le gars ait un perroquet sur l'épaule. Fait que là, tu gères le perroquet aussi. OK, le perroquet vient d'arriver. Puis là, le perroquet, à un moment donné, il y avait le perchiste qui a levé sa perche. Le perroquet s'envole parce qu'il a peur de la perche et il me fonce dessus. Je me fais attaquer par le perroquet. C'était très drôle, là, quand même, comme tournage. Mais assez... j'ai une belle équipe qui a tout donné, là, parce que c'était des grosses journées, puis c'est ça. Wow. Il faisait chaud. C'est pas de la fausse sueur. Non! C'est ça, exactement. Il faisait très, très chaud. Là. C'est quoi le commentaire qu'on te dit le plus souvent suite à l'écoute de ton film? Hein? On me dit que c'est drôle, fait que ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Puis que... en fait, on me dit que c'est surprenant. Fait que ça aussi, ça me fait vraiment plaisir. Que comment... Tu t'attendais pas à ça. Fait que... Ça me fait vraiment du bien, là. C'est ça que c'est comme un ovni, là. Je pense que c'est quand même quelque chose. Une histoire, quand même, qu'on n'a pas vue souvent. Fait que l'univers aussi, en soi, qui participe à la surprise, là. Que ça fait un peu Jean-Pierre Jeunet, mais pas tout à fait. Tu sais, Jeunet, c'est vraiment Jeunet, là. Mais tu sais, qu'il y a quand même une espèce de... que l'esthétique participe aussi au ton. Fait que, fait que ça... Je trouve ça bien. C'est déjà la fin, malheureusement. Vous allez m'entendre dire beaucoup ça pendant la série de balados, mais je continuerai pendant des heures. Merci beaucoup, Axel. Merci beaucoup, Franny.
On est bien heureuse et heureux. Aujourd'hui, on a de la belle visite en studio. On a Pierre-Philippe Chevigny avec nous. Allô. Bonjour Pierre-Philippe, ça va? Ça va très bien, toi? Ouais. Tu viens nous parler de Mercenaires. Oui, absolument. On est très heureux. En fait, avant de commencer, sauter dans le vif du sujet, tu as sûrement remarqué la belle décoration qu'on a en studio. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton meilleur souvenir de fête? Le meilleur souvenir de fête que j'ai, c'est pas ma fête à moi, c'est la fête de ma copine Geneviève, qui est aussi ma productrice. Pour son 30e anniversaire, sa fête, c'était en mai. Fait que, étant productrice, elle est tout le temps au Festival de Cannes pendant sa fête. Puis il a fait un surprise à Cannes, en fait. Sa famille est venue à Cannes, sa sœur, sa mère, son beau-père. Puis on l'a rejoint là, puis après ça, on est parti en voyage en Italie. Surprise party à Cannes. Fait que ça, c'était quand même une belle fête, je pense. Je pense qu'elle était trop fatiguée parce qu'elle était comme dans le Rumble de Cannes, fait qu'elle n'a pas apprécié autant, mais nous, on est vraiment fiers de braguer, de dire qu'on a fait ça pour elle. C'est tellement une belle idée. C'était hot, puis le voyage après était cool aussi. Là. Ben ouais, où est-ce que vous avez été en Italie? Dans les Dolomites. Fait que c'était des montagnes, puis de la hike. Puis on a loué une maison pour toute la famille, puis c'était bien cool. C'est très beau. Est-ce qu'elle a pu relaxer un peu en Italie? Rendu là, oui. Okay. C'est ça, rendu là, oui. Mais je me souviens, là, ça fait quand même quelques années de ça, mais je me souviens qu'elle était très fatiguée. Tu sais, c'est les festivals de Cannes, t'arrêtes pas. Puis surtout quand tu fais de la prod, là, c'est des meetings. Mais après, j'ai des beaux souvenirs de juste d'être dans la nature puis de décrocher, c'est clair. C'est beau. Shout out à Geneviève. Ouais. Écoute, on peut sauter dans le vif du sujet. Mercenaires. Ouais. Est-ce que tu peux décrire un peu le projet, le film pour les gens à la maison qui l'ont pas vu encore? Oui, essentiellement, c'est un film sur un ex-détenu qui trouve un emploi un peu malgré lui dans un abattoir porcin. C'est une job qu'il déteste faire, puis il va essayer, dans le fond, de trouver un autre emploi. Ça va fonctionner plus ou moins bien. Comment est-ce que le projet est né? En fait, c'est ça. L'idée originale de Mercenaires, ça vient de Marc-André Grondin, qui est l'acteur principal dans le film. Lui, pour le film Mafia Inc., il avait tourné des scènes dans un abattoir. Puis il s'était mis à parler un peu aux employés, puis il s'était rendu compte que tous les employés de la place, c'était des ex-détenus. Mm-hmm. Puis en fait, c'est assez commun. Là, Puis quand il m'a parlé de ça, moi, tout de suite, ça a allumé une lumière parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un film sur des ex-détenus. J'ai plusieurs amis dans mon enfance qui ont eu des problèmes avec la justice, mais j'ai jamais vraiment trouvé le bon angle pour parler de ça. Mm-hmm. Puis là, je trouvais que le parallèle entre l'abattoir puis l'ex-détenu qui tente de retrouver sa place dans la société. Je trouvais qu'il y avait un parallèle qui était fort là-dedans. Fait qu'on a commencé... Moi, j'ai fait de la recherche un peu. J'étais allé avec autant du côté disons des abattoirs qu'en réinsertion sociale, savoir un peu comment ça se passe. Puis du côté des abattoirs, ça, c'est un univers que je connaissais pas du tout. Mais le truc qui m'a allumé, c'est quand j'ai commencé à parler à des gens, puis presque tout le monde avait vécu au moins un événement où un animal s'était réveillé sur la chaîne de montage. C'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps, mais surtout dans les gros abattoirs, ce qui se passe, c'est que le rythme est tellement rapide, puis dans certains abattoirs, ils peuvent tuer des centaines de bêtes par jour. Fait que le rythme qui est imposé fait en sorte qu'éventuellement, tu finis par faire des erreurs. Fait que quand on m'a parlé de ça, j'ai dit, OK, avec tous ces ingrédients-là, il y a ce qu'il faut pour écrire un scénario. Là. Absolument. Est-ce que tu peux me parler du processus d'écriture? Est-ce que Marc-André a écrit le film avec toi? Marc-André n'a pas écrit le film avec moi, mais c'était vraiment juste... il m'a lancé l'idée, puis je suis parti. Ça a été quand même assez facile puis rapide à écrire. Une fois que j'ai fait la recherche, je pense que je réécris beaucoup. Je suis tout le temps en train de retravailler mes trucs, mais essentiellement, ma première version, là, à quelques détails près, il y avait quand même déjà la structure. Ils ont été chanceux que ça a été quand même financé rapidement. Des fois, ça peut être long, tu as le temps de te décourager puis de vouloir faire autre chose, mais là, ça a été financé rapidement. Marc-André était disponible, puis il a accepté de le faire. Ça aussi, c'est quand même cool. À ma connaissance, Marc-André n'a pas joué dans beaucoup de courts-métrages. Là, fait que ça aussi, peut-être une des particularités, c'est de voir Marc-André Grondin dans un court-métrage, ne serait-ce que pour ça, c'est cool. Ben oui, absolument. Ça a pris combien de temps écrire le film? Ça a été écrit sur combien de temps?
C'est pas très long. Écrire un court-métrage, c'est quelques mois. Là, peut-être, je me souviens plus exactement. Ça fait quand même, c'est en 2023, là, je pense que j'ai écrit. Mais c'est ça, c'est quelques mois, disons peut-être 2-3 mois avant les dates de dépôt. On a commencé à écrire, ça a été déposé, puis on l'a fait. Fait que on était chanceux là, que tout ça s'aligne rapidement, puis que ça puisse se faire vite comme ça. Là. Absolument. Ouais. Moi, j'aimerais revenir à l'abattoir. En fait, tu dis que tu as été mis en contact avec cet abattoir-là par Marc-André. Non, on n'a pas tourné là où lui y avait. Non, c'est ça. C'est un autre abattoir où on a tourné. T'avais-tu une question spécifique? Oui, en fait, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez trouvé l'abattoir, comment ça s'est passé. C'est un abattoir, en fait, qui a déjà été dans un court-métrage aussi, qui s'appelle La Voce de David Dulotte, qui est aussi tourné dans un abattoir. C'était le même abattoir parce qu'on avait le même premier assistant réalisateur, François Jacob, qui avait eu l'expérience de tourner là, puis qui nous a un peu référé. Mais en gros, c'est un abattoir qui est plus en fonction. OK. Donc, c'est un vrai abattoir. Ils ont tout l'équipement, mais en fait, parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre, ils ont décidé juste de fermer l'abattoir. Fait que lui, il était juste bien content de pouvoir le louer pendant un week-end. Là, mais il n'y avait pas d'animaux sur place, ça sentait pas la viande non plus. Là, c'était comme. On avait vraiment un décor de cinéma recréé pour nous, qu'on a pu avoir. À bas prix quand même relativement. Fait que ça aussi, on a été vraiment chanceux que tout s'aligne comme ça. Le seul problème, c'est que c'était quand même loin. Là. C'était à Hemingford, pas loin de la frontière avec les États-Unis. Puis on tournait début décembre, puis le courant n'arrêtait pas de lâcher. Fait que c'est ça, quand tu as un setup d'éclairage puis que le courant coupe tout le temps, c'est assez rushant. Puis on était loin, fait qu'il allait chercher une génératrice à Montréal. Donc pour le tournage, ça a été c'était pas l'idéal, mais on a réussi à faire ce qu'on avait besoin de faire quand même. T'sais. Ben clairement. Moi, je me demandais comment ça s'est passé avec les animaux. Ben en fond, on travaillait avec Sophie Lompré, qui est une animal wrangler. Si vous avez vu le film ou si vous l'avez pas vu, il n'y a aucun animal qui est maltraité dans le film. Puis tout ce qui est abattage, ça se déroule hors champ. Mais donc, évidemment, il y a des animaux vivants, mais qui ne sont pas des animaux destinés à l'abattage. Justement. C'est des cochons rustiques. Puis c'est un fermier qui dans le fond, sa petite gang de cochons qui a été loué. Ben, en fait, qui ont travaillé sur d'autres films. Là. François Jacob, premier assistant réel, disait que c'était des cochons UDA. Parce que, des cochons stars. C'est ça, parce qu'il avait tourné sur d'autres projets, notamment 5e rang. Donc, il était habitué avec la présence d'une équipe. Il n'était pas déstabilisé. Puis, Sophie n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. C'était surtout ça, parce que pour arriver à faire jouer des animaux, c'est tout le temps possible, mais il faut que tu puisses le répéter. Puis, Sophie est arrivée on the day avec ça. Fait que, on voulait, comme par exemple, la scène la plus compliquée, c'est la scène finale. Là. Je spoil un peu si vous n'avez pas vu le film encore, mais ça prenait un cochon qui était parfaitement calme, qui ne bougeait pas du tout. T'sais. Et ça a pris plusieurs prises avant de réussir à faire ça avec le cochon. Puis essentiellement, ce qu'elle faisait, c'est qu'il était juste à côté. Puis quand il obéissait bien, qu'il était vraiment, vraiment calme, il se faisait donner une banane. Fait que là, plus on le faisait, plus il y avait des bananes, puis plus c'était facile de le faire rester calme. Mais c'est sûr, ça prend tout le temps du temps, mais ça a été relativement facile, honnêtement, compte tenu des défis, parce que la scène d'ouverture, on part du truck, on suit un cochon, puis on voulait que ça soit réaliste aussi, puis la prise qu'on a prise, je pense que c'est une des premières, parce que plus on le faisait, plus le cochon... le cochon, il s'en allait dans la boîte à la fin, puis quand il arrivait dans la boîte, il y avait une banane. Fait qu'il il y avait une récompense. Fait que lui, plus il faisait, plus il avait du fun parce qu'il savait qu'il y avait sa récompense. Fait que à partir des tailles 4, 5, 6, le cochon s'en allait direct là. Fait que c'était plus réaliste. Fait qu'on a fini par prendre... Il était juste comme trop pressé. Moi, je m'en vais voir la banane. Fait qu'on a pris la deuxième prise, je pense, où il recule au début. Fait que là, ça a l'air plus vrai. Puis on a rajouté des cris de cochon par-dessus. Fait que ça a l'air... L'animal a l'air d'être plus en détresse. Que excité par sa banane. C'est ça, excité par sa banane. Fait que c'était ça. C'était un peu ça. Puis après ça, tout ce qui est décor, il y a une carcasse aussi à l'avant-plan, c'est un faux. Fait que, bref, il n'y a eu aucun animal de maltraité pendant le tournage du film. Je pense qu'ils ont bien mangé les cochons, ils ont fini le craft à part de ça. Fait que c'était... Good. Moi, je me demandais comment est-ce que tu as trouvé ton casting, mis à part Marc-André? C'est pas mal tout du monde avec qui j'ai déjà travaillé, en fait.
Il y a Sandrine Bisson, avec qui j'ai fait Vétérane. Il y a Carlos Huera, qui était dans Richelieu. Emile Schneider, qui est dans, je pense, tous mes films. Emile Schneider, il est dans tous mes films. Fait que on dirait que c'est tellement insécurisant faire des films, des fois, que tu veux t'arranger pour quand ça va bien avec une personne, tu t'accroches, puis tu dis, OK, là, je sais, avec cette personne-là, ça va bien se passer, tu sais, parce qu'elle est agréable, elle est fun, puis il ou elle est bonne ou bon. Fait que j'ai tendance à souvent retravailler avec le même monde. Fait que dans ce cas-là, il n'y a pas eu beaucoup... j'ai pas fait de casting, j'ai pas cherché. Je suis allé... Carlos Guerra, lui, ça fait partie de son histoire un peu, mais il y a eu quand même un passé, des problèmes avec la justice aussi. Fait que pour moi, c'était comme intéressant de l'avoir lui dans ce rôle-là aussi, même si c'est un petit rôle à l'arrière-plan, mais il amenait ça beaucoup. Émile aussi vient de la région, puis a eu un parcours un peu comme le mien. Fait que, bref, c'est ça. Je suis allé vraiment avec des valeurs sûres, des gens avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui je savais que c'était pour bien aller. Là. Écoute, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu beaucoup de matériel qui a été coupé? Est-ce que... C'est le contraire. Il y a beaucoup de scènes qui n'étaient pas dans le scénario, qui étaient improvisées pendant le tournage, qu'on a rajouté. Parce que le scénario, c'était comme 8 scènes, c'était très tête, c'était très condensé. Puis mon horaire était bien fait. Fait que il me restait tout le temps... J'avais des trous dans l'horaire. On avait construit l'horaire volontairement avec l'idée qu'aussitôt qu'on avait du temps libre, j'avais d'autres idées pour des petites scènes improvisées. Puis il y a beaucoup de ça dans le film. La scène, dans la scène d'ouverture, il y en a plusieurs qui s'enchaînent. Là. Il se lave les mains dans la salle de bain, il marche pour rentrer chez lui. Plein de petits moments comme ça qui ont été vraiment improvisés. C'était pas dans le scénario, j'y avais pensé que ça pouvait être une scène de plus. Puis finalement, j'ai utilisé presque tout ce que j'ai shooté parce que je trouvais que ça rajoutait vraiment quelque chose. Ça nous aidait, dans le fond, à rentrer dans le quotidien du personnage. Fait que il y a peut-être une de ces impros-là que j'ai pas utilisée, je pense, où Marc-André était juste à côté contre le mur puis il attendait la fin du lunch, hein, puis ça servait à rien. Fait qu'on l'a pas mis, mais sinon, tout le reste, je l'ai mis. Est-ce que, est-ce que tu as des secrets behind the scenes? Vite de même, je sais bien pas, là. Faudrait que tu m'orientes un peu. En fait, par exemple, qu'est-ce que les gens savent pas vraiment suite à la première écoute du film, par exemple? En fait, ça en dit plus sur comme disons, la culture cinématographique des gens, mais quand je présentais le film, les gens pensaient beaucoup qu'on avait abattu des cochons pour vrai. Alors que, je pense que si t'es moindrement cinéphile, t'es moindrement dans le milieu, tu vois bien que ça se passe tout hors champ, donc on déduit que les cochons sont pas abattus. Mais je me suis rendu compte que, surtout quand tu te retrouves en festival, dans des programmes de court-métrage, tu vas tout le temps avoir comme le cinéaste local de la ville qui a amené toute sa famille, puis il y a du monde là-dedans qui sont moins familiers. Puis j'ai eu des discussions avec des grands-mères fâchées là, qui trouvaient que ça n'avait pas de bon sens de tuer des cochons pour un film. C'est pas ça qui s'est passé, mais ouais, c'est... En même temps, j'imagine que ça veut dire aussi que le film est efficace, là, que les gens y croient que c'est réaliste, là, mais évidemment, on n'a pas maltraité aucun animal. Ouais. Je me demandais, qu'est-ce que ce film en particulier t'a appris? C'est particulier parce que j'avais fait un long-métrage juste avant, Richelieu, puis je revenais au court-métrage avec, une autre approche complètement, parce que la dernière fois que j'ai fait un court-métrage, c'était en 2019, puis j'avais comme une nécessité à travers le court-métrage de me prouver. Il fallait absolument que ça soit un succès parce que c'est comme ça que tu progresses dans ta carrière. Tu veux faire des courts-métrages qui ont de plus en plus de visibilité. Ça devient des cartes de visite pour faire ton premier long-métrage. Mais là, moi, ça, c'était fait. Je l'ai fait, mon premier long-métrage. Fait que je revenais au court-métrage avec comme une liberté plus grande de juste essayer des affaires puis c'est ça, de prendre plus de risques. Je pense que ça, c'est un truc dont je suis fier avec Mercenaires, d'avoir pris plus de risques formels, le choix du ratio d'image, des cadrages très, très, très précis, rigoureux, là, que je me serais peut-être pas permis de faire ou de pousser jusque-là avant. Fait que, tu sais, le fait qu'il n'y ait comme pas de conséquences, pas d'enjeu, alors que je sortais d'un long métrage où, tu sais, dès que tu arrives dans le monde du long métrage, tu es comme dans un peu plus. Il y a un peu plus des impératifs commerciaux, tu sais, tu veux que les gens aillent le voir en salle, puis tout ça, mais un court-métrage, il n'y a comme pas tant de retombées outre les festivals. Fait que je me suis vraiment donné la chance d'essayer des affaires, de prendre des risques. Puis ça, c'est quelque chose que je pense j'ai envie d'appliquer
cette mentalité-là sur mon prochain film aussi, d'être bold puis de prendre des choix risqués parce que c'est ça. Je me suis senti, disons, plus heureux dans ma pratique, mais aussi, je pense que le résultat est ben, j'en suis fier. Là. Donc, si je comprends bien, ce que tu aimerais faire, c'est transposer cette liberté-là que le cours te donne, puis la transposer vers d'autres longs. Ouais, c'est ça. Ben, d'oser prendre des risques, en fait. De continuer à oser prendre des risques, même dans le format d'un long métrage, des risques formels, assumés, en sachant que peut-être que c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais je pense que ça génère des œuvres qui sont plus fortes, qui sont plus singulières. Puis c'est un peu ça le but. Là. Merci beaucoup, Pierre-Philippe. Merci d'être venu nous voir. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir Alison McAlpine avec nous en studio. Elle vient nous parler de son superbe film Perfectly a Strangeness. Bonjour Alison. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. On est très, très heureuse et heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. On sait que tu es très occupée. Je mixe le vous et le tu. Je me lâche lousse. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux décrire ton film pour les gens à la maison qui ne l'ont pas encore vu? Oui, OK, je vais essayer. Mes acteurs sont 3 ânes. Et 3 ânes sont dans un désert inconnu. Et les ânes découvrent un observatoire abandonné et l'univers. C'est très bien dit. Comment est-ce que le projet est né? Qu'est-ce qui a donné l'idée de départ, en fait? J'ai réalisé mon long-métrage Cielo au Chili, dans le désert d'Atacama. Et à la suite de la réalisation, j'ai dû livrer un court-métrage dans la même région. Donc, le défi qui s'est présenté à moi a été le suivant. Qu'est-ce que je pouvais qu'est-ce que je pouvais faire qui soit vraiment différent, qui allait me pousser à me dépasser. Et quand nous avons tourné Cielo dans l'observatoire La Silla, où il y avait nombreux d'ânes, comme quelquefois une douzaine plus d'ânes, des ânes. En liberté? Je crois que il y avait comme en liberté et quelquefois domestique, j'imagine, parce qu'il y avait des petites fermes partout en bas de l'observatoire La Silla. Et le juxtaposition de ces ânes et l'observatoire, les dômes métalliques géantes, m'a fascinée. Et donc, je me suis posé la question comment les ânes perçoivent cet observatoire et l'univers, non? Qu'est-ce que les ânes voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Donc ça, c'était un point de départ, une source d'inspiration pour le film. Je peux continuer parce qu'il y avait plusieurs. Continue, please, continue. C'est quoi les autres sources d'inspiration? J'ai voulu explorer cet environnement à travers des yeux des ânes. Mm-hmm. Et je suis allée, quand je suis rentrée à Montréal, je suis allée à une acinerie au nord de Montréal, et où une femme qui adore les ânes, elle élève les ânes, elle protège les ânes. En bref, je suis allée avec le directeur de la photographie et on a eu un objectif macro et une petite lumière. Et on a mis la lumière sur les yeux des ânes, plusieurs ânes. Et c'était fascinant parce qu'avec un peu de lumière, parce que les ânes, normalement, les yeux des ânes paraissent comme très obscurs, comme les trous noirs et tout ça. Mais avec un peu de lumière, quelques-uns révélaient comme
univers comme une galaxie de planètes et des couleurs et tout ça. Et donc, en bref, j'ai discuté avec des scientifiques comment les ânes, afin de tenter de comprendre comment les ânes voient leur monde, non, entendre le monde. Donc ça, c'était plusieurs sources d'inspiration. J'ai voulu tourner avec les objectifs anamorphiques parce que les ânes, comme tu sais, ont une vision presque panoramique. C'est quoi ce mot en français? Panoramique? Oui, c'est ça que je cherche. En tout cas, avec les yeux ici. Donc, on a utilisé les objectifs anamorphiques. En tout cas, c'était comme une quête pour explorer comment on peut voir cet univers, cet environnement à travers des yeux des ânes, non? Et puis, tu veux un autre? Oui. Un autre point de départ, c'était mon première expérience à l'Observatoire La Silla. Et c'est un observatoire c'est hallucinant, c'est beau. Et c'est 3000 mètres plus, quelque chose comme ça. Et je suis arrivée la première fois vers midi. Et c'était comme l'observatoire a été abandonné. Parce que les scientifiques, je crois, étaient en train de dormir, non? Et j'ai marché parmi les dômes scientifiques géantes, non? Énormes. Et j'avais l'impression que l'observatoire, les dômes étaient en train de dormir. Et ils ont émettent, ce mot en français, les sons un peu bizarres, comme ils ont soufflé, comme grogné, il y avait des bruits métalliques inconnus pour moi en tout cas. Et donc ça m'a rappelé, ça c'était l'autre source d'inspiration, ça m'a rappelé une expérience que j'ai eue pendant mon premier film à l'Écosse. Et c'est le mythe de Brodgar. C'est un cercle, c'est un mythe de Brodgar à l'île de Orkney. Et c'est le mythe j'étais au milieu de des pierres dressées verticalement, comme énormes. Et le mythe dans les régions, c'est qu'à minuit, les pierres dressées s'animent et dansent. Oh! Toute la nuit. Non? Et quand quand le soleil se lève, à l'heure de l'aube et tout ça, il redevient les pierres. Et pour moi, c'était un peu l'expérience à l'observatoire. C'était comme, il y a des géants métalliques qui s'endorment pendant la journée, mais quand le soleil se couche et la nuit arrive, ils ouvrent comme les yeux, les grands yeux, ou un peu comme les fleurs aussi, à l'univers, non? Et ils chassent les étoiles. Pendant toute la nuit, ils tournent et ils dansent. Et puis, quand le soleil arrive encore à l'aube, il ferme encore et il dort pendant la journée et ça recommence. Il redevient... ça recommence. Donc ça, c'est une autre source d'inspiration. Donc j'ai voulu raconter, pour terminer, comme un conte fantastique qui dure 24 heures. J'ai voulu explorer, pour moi, une nouvelle version de raconter une histoire. Et avec les textures, avec les éléments du cinéma, le son, la musique, son dialogue, avec les textures, l'ombre, les réflexions, tout ça, et de créer un film sensoriel et cinématographique qui soit un peu comme un tableau, un superbe tableau qu'on voudrait toucher et saisir, ou un poème qu'on voudrait revivre. Moi, une autre question que j'avais, en fait, tu as suivi des ânes, des bourricots. C'était quoi les plus grands défis logistiques par rapport au tournage? Comment s'est passé le... C'était un défi, mais je peux te raconter plusieurs anecdotes. Oui. On aime ça, les anecdotes à plein écran. ça va prendre trop de temps, mais
en bref, oui, c'est un peu un film hybride. Donc, j'ai eu la chance, j'ai travaillé avec Nicola Caniccioni, un directeur de la photographie superbe. Et donc, il est à l'aise avec documentaire et fiction. Donc, il y avait, comme j'ai écrit comme un type de traitement en 4 mouvements, un peu comme une partition de la musique. Mais donc, j'ai voulu diriger les ânes pour monter une colline, pour entrer l'observatoire et tout ça. Mais en même temps, on était prête pour tous les moments de documentaire, non? Les moments comme improvisés. On n'a pas, c'est pas un scénario, c'était un peu comme une partition de jazz, plus ou moins, non? Et en bref, mais pour répondre à cette question, c'est comme peut-être les défis les plus. On a tourné 2 fois au Chili parce que la première fois, Nicolas est arrivé avec le Covid et c'était impossible de tourner presque. On a tourné très peu. Et donc, la deuxième fois, j'ai appris comme 4 jours avant d'arriver au Chili, j'ai appris 3 ou 4 jours, pas plus que 4, que j'ai appris que 2 des ânes ont été vendus. Et le mec ne savait pas où sont les 2 ânes. Et donc, c'était tellement stressant et intense. Et j'ai cherché partout. Et j'étais la seule gringa dans la région, comme toujours. Et finalement, j'ai trouvé l'âne blanc. Et j'ai trouvé le mec dans un petit village près de la cordillère. Et il m'a dit, oui, j'ai Palomo, l'âne blanc, mais il est loin à 6-7 heures, mais je peux le chercher vite. Mais il m'a dit, l'autre, pas là, il était comme 2-3 journées loin, non, dans la cordillère. Et donc, mais il m'a dit, parce que je lui ai montré une photo, il m'a dit, oui, mais j'ai un âne pareil. Doux, super pareil, mansito en espagnol. Et on a loué les 2 ânes et on a trouvé l'autre quelque part, et Ruperto. Et donc, mais le 3e âne, en bref, c'était pas vrai. Il était rebelle et peureux. Et il s'échappait constamment. Oh non! Et les autres le suivaient. Donc, c'était pas facile. Mais donc, on a couru après des ânes beaucoup. Et quelquefois, j'ai pensé peut-être ça serait plus intéressant de faire un film de le processus. Sur l'équipe qui court après les ânes. Oui, c'est ça, en bref. Ton point a soulevé une question que je trouve très importante. Comment est-ce que l'équipe a dirigé les ânes avec des treats, des carottes? Comment est-ce qu'on dirige un âne? On a essayé de nourrir les ânes à un bon moment. Et c'était pas... On a essayé avec une carotte et tout ça, ça n'a jamais fonctionné. Donc, toujours, c'était un peu comme par hasard. On a voulu que les ânes montent la colline et c'était jamais exactement ce que j'ai voulu. Mais quelquefois c'était mieux, non? Comme le documentaire, que c'était mieux. J'ai pensé, OK, cet angle serait mieux que l'autre, mais finalement, les ânes ont choisi un autre chemin, non? Donc, c'était un peu... Ouais, c'était fatigant. Mais ouais, qu'est-ce que je peux dire? Ce qui me vient en tête, c'est le terme « happy accident ». Oui, c'est ça. Parce que des fois, ce qu'on n'a pas en tête devient encore mieux. Oui. Non, c'est souvent ça, avec les oreilles, par exemple. Non? On n'a pas su que les ânes vont bouger leurs oreilles comme ça, non? Et donc, il y avait beaucoup de happy accidents, non? Beaucoup, beaucoup. Mais il y avait seulement... Et beaucoup des... Oui, beaucoup. La plupart des moments ont été improvisés, non? On était une petite équipe. Moi, Nicolas... Et Pablo Martinez, un Chilien, assistant de caméra, super sympa et très, très talentueux. Et on était comme les 3, on a vu des choses ensemble. Quelqu'un a dit « Ah oui, tu as vu ça? Oui, on a essayé ça avec des ânes, par exemple. On a improvisé constamment. Je vais terminer sur
Une question que je pose à quelques cinéastes, parce que je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ce film t'a appris par rapport à tes autres films? Qu'est-ce que ce film en particulier t'a appris en tant que cinéaste? Je crois que le défi de faire un film sans dialogue, non? Mm-hmm. Et d'utiliser, parce que j'adore le son et la musique, mais que le son, pour moi, le son et la musique est aussi important que les visuels, non? Les images. Et d'essayer de construire un film et j'ai vu que le son, la musique semblait improvisée. Non, que j'ai pas vu un compositeur qui arrive avec une idée de je vais composer la musique pour un film, quelque chose comme ça. C'était la frontière entre le son et la musique, surtout au début. Je n'ai pas vu une frontière, non. Et donc, c'était plutôt. J'ai appris beaucoup. Mais une chose, c'était comment de construire comme chaque pas d'âne était une musique pour moi. Chaque son était comme si important comme si c'était un moment de dialogue tellement important, non? Texte tellement important. Mais ça, c'est une chose que j'ai appris. Mais c'était comme j'ai voulu comme explorer les choses fondamentales du cinéma avec ce film, non? Texture, j'ai déjà parlé de ça. Et j'ai eu la chance de collaborer. Je vais pas nommer tout le monde, mais j'ai collaboré. J'ai eu une équipe créative québécoise et chilienne incroyable. J'ai travaillé avec des gens géniaux. C'est beau t'entendre, c'est inspirant. Merci beaucoup, Alyson, d'être venue nous voir encore une fois à la maison. Si c'est pas déjà fait, on vous suggère très fortement d'aller voir Perfectly a Strangeness sur notre site web. C'est un grand court-métrage. Merci beaucoup. Merci. Bonne écoute à la maison.